Alors, je me présente, mon nom est Luc Bélanger-Martin, on va passer la prochaine heure ensemble. Peut-être vous dire très rapidement à qui vous avez affaire. J'enseigne à HEC depuis une vingtaine d'années. Je m'intéresse au réseau de la santé depuis une dizaine. Et ce qui m'intéresse dans le réseau, c'est en fait, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les changements complexes et je pense qu'on est assez bien servi dans le réseau. Ce que je vous propose de faire dans la prochaine heure, c'est de voir quatre dimensions. On parlait de gestion de projet. Je vous propose de voir quatre dimensions de la gestion de projet, comme autant de questions à vous poser, en fait, lorsque on parle de gestion de projet. Vous travaillez tous sur un projet d'innovation dans le cadre de vos recherches. Et ce qu'on m'a demandé de faire avec vous, c'est de travailler sur la gestion de projet. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Je pense que on va d'abord se donner un langage. Les projets dans la stratégie d'une organisation, évidemment, le langage que je vais utiliser est un langage de gestion et la logique dans laquelle je vais m'inscrire, c'est une logique de gestion. Pour transformer les organisations, ça passe par une logique de gestion et c'est vraiment le langage que je vais utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, là, je vais rattraper le langage clinique assez rapidement. Lorsqu'on parle de gestion de projet, on parle d'amélioration de la performance des organisations. Et ça, je vais faire un petit bout là-dessus. Et finalement, parler d'outils de gestion de projet pour être capable de structurer un peu les projets. Puis je vais terminer ça autour de 13 heures avec certaines remarques de conclusion. Ce que je vous invite à faire, je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure et non pas attendre à la fin. Au fur et à mesure avec la main levée. Je devrais être en mesure de voir votre main levée et je vous donnerai la parole à ce moment-là pour que vous soyez, pour qu'on puisse vraiment coller à votre réalité. C'est certain qu'une heure, on peut faire 36 heures avec un cours de gestion de projet. Donc, une heure, c'est très rapide. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et encore une fois, je vous invite à poser des questions au fur et à mesure de ce que je raconterai. Euh, donc, rapidement, un projet, qu'est-ce que c'est? Puis l'expérience me dit qu'il n'y a pas simplement de confusion dans les organisations et je dirais dans le réseau de la santé de façon plus particulière avec ce qu'est et ce que n'est pas un projet. Un projet, en fait, là, c'est un groupe d'activités dans un ordre logique avec un objectif établi par le client. Et lorsque je parle de client, je parle du client du projet, ou on pourrait parler aussi du commanditaire. C'est des termes que je vais reprendre dans quelques minutes. Un projet, c'est unique. On fait ça une fois dans une organisation, c'est unique, ça ne fait pas partie des opérations d'une organisation. Et on a tendance à confondre justement les opérations d'une organisation avec les projets. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de confusion à cet égard-là. En fait, on va tendre à, ce que j'ai constaté à travers le temps, on va tendre à nommer un projet qui est en fait des opérations pour attirer l'attention dans l'organisation autour de ces activités-là, alors que ce n'est pas nécessairement un projet. C'est vraiment un ensemble d'activités uniques. C'est coordonné, ça a un début, ça a une fin, et c'est entrepris par une personne ou une organisation. Dans vos cas, plus souvent qu'autrement, c'est une personne qui entreprend la chose, avec des objectifs très clairs de performance. Et quand on parle de performance, je ne parle absolument pas de l'aspect administratif de la chose. Je parle de performance clinique, c'est-à-dire, par exemple, l'amélioration de l'accessibilité, l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la continuité dans les soins, dans les organisations. C'est fait dans une contrainte de temps, de coût et de performance définie. Donc, vraiment, là, pour qu'on ait ensemble la même idée de ce que c'est qu'un projet. Un projet, ça a un début, ça a une fin et ça a un objectif très clair. Puis déjà, d'entrée de jeu, vous pouvez vous poser la question, quel est l'objectif clair de mon projet? Et l'objectif n'est pas une activité du projet. Ça, je me suis permis de parcourir la documentation qu'on m'a envoyée. Et ce qu'on a tendance à faire à plusieurs égards, c'est de confondre les activités et la finalité. La finalité, je vais y arriver tantôt, là. Donc, quels sont les objectifs du projet? Puis ça doit avoir une finalité très, très, très précise.
Très rapidement, donc projet, on vient de le définir, un projet doit avoir un but. Ultimement, ce qu'on cherche à accomplir avec le projet, de façon générale. Donc, on cherche, par exemple, à améliorer l'accès à un médecin de famille. Il y a des objectifs à chacun des projets. Les objectifs, c'est la déclinaison du but de façon spécifique. Ce qu'on va dire, ça doit être smart, ça doit être spécifique, ça doit être mesurable, ça doit être atteignable, ça doit être réaliste dans une période donnée, dans un temps donné. Donc, chaque projet doit avoir un objectif et encore une fois, je vous inviterai d'entrée de jeu à réfléchir à quel est l'objectif clair de mon projet. Il doit avoir des indicateurs de résultats parce que c'est joli de faire un projet, mais la question qu'on doit toujours se poser, c'est qu'est-ce que ça donne? Et on doit avoir donc des mesures, on doit mesurer ce résultat-là, puis voir quelles sont les mesures qu'on a pour être capable de légitimer l'action qu'on a faite, pour être capable de légitimer, de dire, ben, voici ce que ça a donné. Des cibles, on peut dire, on veut améliorer l'accès, on veut donner un médecin de famille à l'ensemble, on veut améliorer l'accès à un médecin de famille. Il faut savoir, par exemple, dans la population défavorisée, oui, maintenant, il faut être beaucoup plus précis. Quelle est la cible? En ce moment, on a un taux de couverture de 70%, par exemple, 70% ont accès à un médecin de famille. On veut amener ça à 80%. Ça, c'est une cible. Et on doit avoir des indicateurs d'avancement. Indicateur d'avancement, ça permet de mesurer l'avancement du projet en termes d'activités réalisées. Qu'est-ce qu'on a réalisé dans la liste des activités qu'on avait à faire? Des moyens, des étapes, c'est des verbes d'action, je vais y revenir, et des livrables. Il y a des éléments tangibles à un projet, il y a un output tangible. Autant à une recherche, il y a un outcome, à un projet, il y a un output. Et il y a vraiment un output qui doit être extrêmement clair dans le projet. Donc, on a ce vocabulaire qui est un vocabulaire de gestion de projet. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est pour les projets dans lesquels vous êtes, encore une fois, de vous poser la question. Est-ce que mon but est clair? Est-ce que l'objectif est clair? Est-ce que j'ai des indicateurs de résultats? Est-ce que j'ai des cibles? Est-ce que j'ai des indicateurs d'avancement, etc.? Donc, va pour le vocabulaire de base au niveau de la gestion de projet. Il y a différents types de projets aussi. Tous les projets ne sont pas les mêmes. Il y a les first-timers, puis on est beaucoup là-dedans dans le réseau de la santé, c'est-à-dire des projets qui sont uniques, où la complexité est très grande et où la difficulté est aussi très grande et le risque est très grand. First-timers, c'est la première fois qu'on fait un tel projet. Ça demande des gestionnaires de projets qui sont expérimentés dans la gestion de projet. Donc, ça, c'est un premier type de projet. Le second, c'est le as-but. C'est comme on a fait dans un autre projet, mais il y a des variantes. On réduit l'incertitude et la complexité dans ce genre de projet-là. Et évidemment, ça va demander des gestionnaires de projets qui sont peut-être un peu moins expérimentés. Et le dernier, ce qu'on appelle la peinture à numéros, c'est des projets qu'on fait régulièrement. Le processus et le résultat sont bien connus et le risque et l'incertitude sont minimums. Je vous dirais, l'expérience me dit qu'il y a peu de peinture à numéros dans le réseau de la santé. On est beaucoup dans les first-timers et l'enjeu, c'est que l'expérience en gestion de projet, elle n'est pas très grande dans le réseau, ce qui ajoute un degré de difficulté supplémentaire. Il y a quelques principes, une orientation résultat. C'est-à-dire qu'un projet, je vous donne un exemple, la mise en place d'une procédure, ce n'est pas un projet, en fait, si c'est formulé de cette façon-là. La mise en place d'une procédure clinique, ça vise à une chose. Ça vise soit à améliorer la qualité, ça vise à améliorer l'accessibilité, ça vise à améliorer la continuité. Mais on a donc une orientation résultat. On veut toujours voir qu'est-ce que ça donne. Un projet qui ne réussit pas à faire la démonstration de l'impact sur les résultats de l'organisation est un projet qui va avoir de la difficulté à vivre dans une organisation. Décentralisation de la prise de décision, c'est une autre chose. Puis ça, c'est extrêmement difficile dans le réseau parce que le réseau est plutôt centralisé et la tendance des dernières années ne va pas vers la décentralisation. Ce qu'on doit arriver à faire, c'est décentraliser la prise de décision dans le projet. Ça doit être interdisciplinaire. Rares sont les projets où on touche qu'à une seule direction. Par exemple, rares les projets où on va toucher seulement
à la direction du soutien à la personne âgée, ou encore à la direction santé physique, santé que ça existe encore. Plus souvent qu'autrement, ça va toucher à de multiples secteurs et donc ça va demander au niveau de la gestion de projet et des équipes projet une certaine interdisciplinarité. L'amélioration continue, ça je vais y revenir. Un projet, ça a une fin, mais ça doit vivre dans l'organisation par la suite. Ça va être unique, temporaire, et ça implique un changement important aussi. Lorsqu'on parle d'un changement important, c'est un changement qui va toucher les pratiques, qui va toucher la culture, qui va toucher les systèmes. Si je prends, par exemple, dans vos projets, il y a un projet qui touche la santé mentale, et ce projet-là, ben, ça touche pas, c'est pas simplement de changer quelques trucs, là. Ça touche, c'est un changement profond dans les pratiques des personnes qui interviennent en santé mentale. Et très souvent, à cet égard-là, au niveau des changements, ça, ma collègue Caroline va toucher ça à la fin du mois d'août. Lorsqu'on parle de changement, on a tendance à sous-estimer un peu les changements que vont engendrer les projets qu'on peut avoir. Évidemment, un projet sans gestionnaire de projet, ça ne tient pas la route. Puis je prends le soin de bien parler de gestionnaire de projet et non de chargé de projet. Pour moi, un chargé de projet, ça a la charge, donc il y a une espèce de... je suis celui qui gère le projet, mais qui va le faire en même temps. Et ça, un gestionnaire de projet sans équipe projet, ça aussi, c'est extrêmement difficile. En fait, on a tendance à faire ce genre de choses-là et l'expérience me dit que ça ne fonctionne pas. Ce qu'on a, c'est un gestionnaire de projet, donc si on prend une allégorie sportive, un quart arrière, qui va être capable de faire fonctionner l'équipe projet pour faire avancer le projet. Qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui va formuler les buts et les objectifs, qui va aussi justifier l'allocation de ressources dans le projet. Donc, ça revient, puis je fais juste un petit pas de côté pour vous poser aussi une question fondamentale. Dans vos projets, dans les 4 projets qu'on a sur la table, qui est le gestionnaire de projet? Vous remarquerez que je conjugue au singulier, c'est-à-dire qu'un projet, à mon sens, ça a un leadership. C'est se compliquer la tâche passablement que d'avoir plusieurs personnes qui gèrent le projet. Et il y a un leadership d'une personne unique. Donc, posez-vous cette question encore une fois. Qui est le gestionnaire de projet? Est-ce clair pour vous qui est le gestionnaire de projet? Donc, justifie l'allocation de ressources. Il va aussi définir les rôles et responsabilités dans l'équipe projet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont autour de la table et ces personnes-là, puis je vais revenir dans la constitution de l'équipe projet, ces personnes-là ont un rôle clair et c'est pas un rôle de représentation. On n'est pas dans une logique de représentation, je vais y revenir plus tard, on est dans une logique de contribution. Quelle sera leur contribution au projet? Et donc, on a une contribution qui est très claire de la part de chacun. Établir des communications efficaces au sein de l'équipe projet, c'est son rôle au gestionnaire de projet. Développer aussi une vision globale du projet. Et ça prend, lorsqu'on a un gestionnaire de projet, ça prend une personne qui a une vision, je vous dirais, beaucoup plus transversale que strictement d'expertise. Ça prend donc une personne qui est capable de voir l'ensemble des tenants et aboutissants d'un projet et l'ensemble des impacts d'un projet. Et c'est aussi une personne qui va être habile à résoudre des conflits parce que un projet sans conflit, c'est suspect. Il y a forcément des jeux qui vont y avoir dans un projet, dans sa formulation, mais aussi dans sa mise en œuvre. Et le gestionnaire de projet va être habile dans cette gestion de conflit. C'est un catalyseur du changement. C'est une personne qui s'assure de l'engagement de tous. Il y a un certain, quand je vous disais, là, du leadership, va donner aussi le ton et la direction dans le projet, va soutenir, former et va aussi pousser les limites des membres de l'équipe projet. Et puis c'est un rôle qui est un peu particulier parce qu'il n'y a pas d'autorité du gestionnaire de projet, il y a une légitimité et non pas d'autorité. Et ça, je vais y revenir tantôt. Ça m'apparaît une dimension fondamentale. Quelqu'un qui est capable d'exercer du leadership sans autorité. Et finalement, il va utiliser aussi un leadership qui est transformationnel, comme je le mentionnais, davantage qu'autoritaire. Il n'y a pas d'autorité, c'est vraiment transformationnel. Il va reposer son leadership sur sa légitimité. Et cette légitimité-là, elle ne repose pas sur un poste. Elle repose vraiment sur le projet pour voir d'où tient
D'où un gestionnaire de projet va tenir sa légitimité. La légitimité, justement, elle prend sa source dans une chose, c'est dans les intentions stratégiques d'une organisation. Chaque projet, vos 4 projets, devraient être attachés à une intention stratégique. Ça m'apparaît être un sacré défi. Parce que l'intention stratégique d'une organisation, c'est où est-ce qu'on amène l'organisation dans les prochaines années. Et vos 4 projets, lorsqu'ils vont basculer dans la mise en œuvre, vont devoir s'attacher à une stratégie dans l'organisation. Dans le CIUS ou dans le CIS, il y a un plan stratégique. Au ministère, il y a un plan stratégique. Et les orientations stratégiques devraient se retrouver dans le projet. C'est-à-dire que c'est une façon de mettre en œuvre l'intention stratégique que d'y aller par le projet. Et toute la légitimité du projet va prendre sa source là-dedans. Elle va prendre sa source là-dedans, c'est ça qui va permettre de donner du temps d'antenne. Donc, si, par exemple, vous avez un petit peu de difficulté à avoir du temps d'antenne dans les organisations dans lesquelles vous tentez de mettre en œuvre vos projets, ça peut être un endroit où fouiller. Est-ce que vous avez attaché votre projet à l'intention stratégique? Puis normalement, dans les organisations dans lesquelles vous pataugez, il ne devrait pas y avoir 50 intentions stratégiques, il ne devrait pas y avoir 50 objectifs stratégiques, il devrait y avoir quelque chose comme 3 ou 4 ou 5 enjeux qui ont été identifiés par l'organisation. Et si vous ne vous attachez pas à ça, vous allez avoir énormément de difficultés à trouver du temps d'antenne dans l'organisation. Ça risque d'être excessivement difficile. Ça, c'est vraiment la légitimité de la chose. Puis une fois qu'on est allé chercher la légitimité, là, on va basculer dans la réalisation. Mais il y a un travail d'entrée de jeu de légitimité qui va permettre de positionner le projet dans l'organisation. Et la réalisation, par la suite, va se faire, elle, dans les processus organisationnels. Parce que lorsque vous faites un changement, ce à quoi vous touchez, ce que vous remettez en cause, c'est qui des pratiques cliniques, c'est qui des systèmes, la culture, et tout ça, ça se passe au niveau des processus de l'ensemble de l'organisation. Puis c'est là où on va réaliser l'intention stratégique à travers des projets. Donc, votre projet est un instrument de réalisation d'intention stratégique à l'intérieur de l'organisation. Puis un troisième niveau, qui lui est davantage au niveau opérationnel, et c'est là où vous allez vouloir faire en sorte que votre projet percole dans les opérations, et ça se passe à un niveau humain. Et ce niveau humain-là, ben, c'est les gens, c'est les psychoéducateurs, c'est les médecins, c'est les infirmières, c'est tout ce beau monde qui doivent s'approprier votre projet pour être capable de le faire vivre. Sinon, si on arrête à l'étape de réalisation et qu'il n'y a pas d'appropriation, il n'y aura pas de continuité, en fait, à votre projet. Lorsqu'on va boucler la boucle, ça va être terminé, puis est-ce qu'on va avoir véritablement transformé l'organisation, véritablement transformé la performance? La réponse sera non. Alors, si on veut avoir un projet qui est solide, il faut s'inscrire d'abord dans la légitimité de l'organisation. Il faut aller puiser là-dedans. Et puis, je vais arriver à la deuxième source de légitimité qui touche les enjeux. Bon, ça, c'est la séquence. On part des enjeux aux objectifs. On va avoir deux types de projets, ça, je y reviendrai. Pour, encore une fois, l'autre légitimité, avoir un impact sur la performance de l'organisation. Encore une fois, un projet qui n'a pas d'impact sur la performance de l'organisation ne trouvera pas d'écho dans l'organisation. Quand je parle de performance d'organisation, oui, il y a efficience financière, oui, mais c'est d'abord et avant tout clinique. D'abord et avant tout en termes d'efficacité clinique, en termes d'accès aux soins, en termes de qualité des soins, et en termes de continuité aussi. On a là, lorsqu'on est ici, l'efficacité clinique, on a là une dimension fondamentale pour être capable d'asseoir notre projet. Et ça doit être extrêmement clair dans le document votre planification. Quel sera l'impact sur l'efficacité clinique de l'organisation? Est-ce qu'on touche à l'accès? Est-ce qu'on touche à la continuité? Est-ce qu'on touche à la qualité? Il y a là quelque chose de vraiment fondamental.
Ça peut avoir aussi le projet une dimension de mobilisation humaine. Ça va avoir forcément un impact sur un certain nombre d'indicateurs au niveau humain et il faut se poser cette question-là aussi. Et en termes de satisfaction, en termes d'outcome pour les patients, pour les clients, quel sera l'impact pour ces gens-là? Et ça, il y a là donc un questionnement à y avoir sur l'ensemble de la performance de l'organisation. Et évidemment, cette question aux deux bouts, la légitimité par l'intention et la légitimité par la performance, ça doit s'inscrire dans une certaine gouvernance. Et la gouvernance d'un projet, ça s'inscrit dans la gouvernance d'organisation. C'est pas un projet n'est pas un appendice à une organisation. Si on veut que ça percole dans les opérations, puis je fais le postulat que ce que vous voulez, c'est transformer les pratiques cliniques. Si c'est le cas, ça doit passer donc dans une gouvernance de l'organisation. Cette gouvernance, là, vous inquiétez pas, la prochaine slide peut avoir l'air un peu épeurante, là, mais je vais vous amener à travers, vous inquiétez pas. Donc, il y a, je la regarde puis moi-même, ça m'effraie, mais bon, plus sérieusement, il y a donc l'appareil stratégique. L'appareil stratégique, c'est très simple, c'est le comité de direction. Bon, allez-vous avoir accès ou non au comité de direction des organisations dans lesquelles vous êtes? L'idéal, c'est très certainement d'avoir accès au comité de direction pour s'assurer que le projet vive dans l'organisation, pour s'assurer que le projet soit priorisé. Et ça va vraiment, on va venir là gagner en légitimité et on risque d'avoir un temps d'antenne dans les opérations qui est beaucoup plus grand pour être capable de faire avancer le projet. Et on va avoir puis il y a deux choses. Il y a le projet qui va tirer sa légitimité de l'appareil stratégique, mais il y a aussi le gestionnaire de projet qui va tirer sa légitimité de l'appareil stratégique. Je reviens à ce que je disais auparavant. Le gestionnaire de projet est quelqu'un qui doit être légitime dans son équipe projet et aussi dans les opérations, et cette légitimité-là va prendre sa source dans l'appareil stratégique. Il y a des opérations, parce que veut pas, 24/7 ou presque, le réseau de la santé roule, et il y a des principes simples de standardisation, c'est-à-dire que day in, day out, on a des opérations, qu'on soit en santé mentale, en santé physique, qu'on soit avec la personne âgée, en santé publique, il y a des opérations, il y a des processus. C'est formel, c'est normalisé, et il y a une inertie naturelle et souhaitable des opérations. C'est-à-dire que les opérations d'une organisation, on ne peut pas les changer au quotidien. Ça doit être relativement stable si on veut arriver à une certaine productivité et à une certaine performance des opérations. C'est normal, c'est souhaitable. Les projets, eux, c'est de l'énergie dans l'organisation. C'est de l'énergie, il y a de l'incertitude, et ce qu'on va tenter de faire, le défi, en fait, c'est de faire basculer les projets vers les opérations. Et les opérations, elles, vont aussi avoir un certain nombre de dimensions sur lesquelles elles vont vouloir travailler et elles vont donc vouloir passer des opérations vers des projets. Mais prenons donc ce dire de passer les projets dans les opérations. C'est ce qui va amener de l'énergie dans les opérations. Il va y avoir une naturelle résistance. Elle est naturelle. Puis quand on parle de résistance, vous allez voir ça avec ma collègue Caroline, vous allez voir que on doit bousculer les opérations un peu pour être capable de changer ces opérations-là. Et les projets, c'est ce qu'ils vont faire. Des projets, on ne peut pas en avoir dans une organisation 50 en même temps. Et pourtant, les organisations que j'ai fréquentées au cours des dernières années, puis le réseau, il y a une nécessité de transformation du réseau et on a tendance à avoir une certaine enflure au niveau des projets. Et ce que je dis toujours, on va avoir 3 à 5 projets en même temps dans l'organisation, pas beaucoup plus que ça. Des projets qui remettent en question les pratiques cliniques, qui changent les façons de faire. Les organisations sont, ce que je pourrais dire, relativement peu matures en termes d'opération. Et c'est pas un commentaire déplaisant, là, la maturité organisationnelle est relativement naissante. Et ce qui fait en sorte qu'on est peu en mesure de basculer ces projets dans les opérations. Et donc,
faut, une des choses fondamentales, c'est d'être en mesure de se retrouver parmi ces projets-là, qui sont des projets priorisés dans l'organisation, pour être capable de basculer ça dans les opérations. Sinon, encore une fois, on risque d'avoir passablement de difficultés à avoir du temps d'antenne dans l'organisation. Si vous éprouvez cette difficulté-là, d'avoir du temps d'antenne, ben, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, justement. Est-ce que je me retrouve priorisé dans les projets que l'organisation va avoir? Et on a tout l'appareil de soutien. Tout l'appareil de soutien, c'est les ressources humaines, les finances. J'oserais même mettre le soutien clinique là-dedans. Et ces gens-là vont être là pour soutenir les opérations de l'organisation, soutenir aussi les projets pour les amener dans les opérations. Donc, là, on voit apparaître tranquillement ce qu'on devrait avoir autour de la table dans nos équipes projets, puis ça, je vais y arriver tout à l'heure. On devrait avoir ces gens-là qui vont nous donner un coup de main pour être capable de basculer nos projets dans les opérations. Si on n'a pas ça, encore une fois, ça risque d'être possiblement plus complexe. Donc, on a une gouvernance et ça va aussi m'amener tranquillement vers une certaine reddition de comptes. Et la reddition de comptes, à plusieurs égards, va se faire très souvent ici. L'expérience me dit encore une fois, si on veut faire progresser un projet dans une organisation, on va passer donc un certain temps à rendre des comptes à l'appareil stratégique pour s'assurer qu'on transforme la performance de l'organisation. Puis le siège de la performance de l'organisation, il est ici. Ce qui génère la performance, c'est dans les opérations, mais le siège de la performance, c'est dans l'appareil stratégique de l'organisation. Je vous invite encore une fois à m'arrêter si vous avez des questions, des commentaires. Vous avez juste à lever la main et ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, la transformation des opérations, parce que c'est ce qu'on veut faire avec un projet, on veut transformer les opérations d'une organisation, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer la performance d'une organisation. La façon de le faire avec un projet, ça se fait en multiples étapes. La première sur laquelle, les deux premières en fait, sur laquelle on devrait passer la majeure partie du temps d'un projet, ça touche la définition et ça touche surtout la planification d'un projet. Le déploiement, on devrait passer là, facilement un 40 à 60% du temps sur cette planification, cette définition et cette planification-là. Et la définition du projet et la planification du projet, puis je vais y arriver, je vais découper ces activités-là en détail. Elles vont toucher à une rédaction du mandat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut accomplir. Puis ça, souvent, le mandat va venir de quelqu'un. Bon, au niveau de la recherche, ça peut naître, bien évidemment, de vos intérêts de recherche. Ça va de soi. Il faut voir cet intérêt de recherche-là, encore une fois, à l'attacher à une intention stratégique dans l'organisation si on veut que ça percole dans les opérations cliniques. On va aussi avoir un dépôt de charte de projet, ça j'y reviendrai tantôt, la charte de projet où on va définir un certain nombre de dimensions et ces dimensions-là vont nous permettre d'articuler clairement ce qu'on veut accomplir avec le projet. Et plus souvent qu'autrement, ça tient sur quelques pages. Là. Et je regardais les documents que vous avez produits, qui sont davantage des documents au niveau des subventions, c'est ce que j'ai compris. C'est un extrait de ça, avec quelques dimensions qui vont toucher davantage le projet lui-même. La planification, c'est une fiche de planification, je vais y revenir tout à l'heure, où on va vraiment définir les grandes étapes, avec ce qu'on veut accomplir dans ces grandes étapes-là. Et ces deux premières étapes sont réalisées par le gestionnaire de projet lui-même, en collaboration avec ce qu'on va appeler le commanditaire, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on va définir et planifier le projet et ces deux étapes-là, encore une fois, sont fondamentales. Et dans la définition, il va y avoir la formation, ou plutôt l'identification des gens qui vont être autour des équipes projet. Et ça va se faire dans le déploiement, on va la former, cette équipe projet-là, et où on va avoir une planification détaillée. Et la planification détaillée va se faire véritablement avec les équipes projet.
Dans le déploiement, il y a une reddition de compte qu'on va faire, encore une fois, à l'organe qui nous a donné le mandat de faire ce projet-là. Sans reddition de compte, il y a là quelque chose d'un peu embêtant, c'est que le projet va être fait en dilettante et c'est pas ce qu'on veut en fait. Si on veut que le projet avance, ben, il y a une reddition de compte qui doit être faite. Puis ça permet aussi, cette reddition de compte-là, de maintenir l'intérêt euh, de la direction dans le projet pour dire on avance et voici les résultats préliminaires, voici les résultats intermédiaires qu'on a. Donc, autrement dit, on est en train de véritablement transformer l'organisation, puis on est en train de faire la démonstration, encore une fois, qu'on change la performance de l'organisation. Ça ne s'arrête pas là, le projet doit être fermé et la fermeture du projet va permettre de voir quels sont les apprentissages, qu'est-ce qu'on a appris, et de voir quels sont les résultats finaux aussi. Et ça va nous permettre de rebondir. Si, par exemple, le projet est un projet pilote où on est dans une région, on dit, ben, en Montérégie, on fait un projet mieux-être à ma façon et on regarde ce que ça donne. C'est ce qui va peut-être nous permettre, compte tenu des résultats qu'on a, des résultats cliniques clairs qu'on a, de basculer le projet peut-être à un niveau national parce qu'on a fait la démonstration, justement, des résultats de ce projet-là. Et donc, et de voir aussi qu'est-ce qu'on a appris pour le faire différemment, pour aller autrement plus rapidement dans le déploiement de ce projet-là dans d'autres régions. Donc, un processus, une gouvernance du projet lui-même en 5 étapes et où on va passer de la définition vers la planification, le déploiement, une reddition de compte pour terminer vers une fermeture du projet. Et je vous dirais que, encore une fois, l'expérience me montre que on est assez mauvais, c'est pas propre à la santé, c'est propre à la gestion de projet. On est assez mauvais à une étape, qui est la fermeture, où on a tendance à ne pas fermer les projets, ne pas boucler la boucle et à tout de suite aller vers un autre projet en se disant, on n'a pas de temps pour la fermeture, on va vraiment aller, on va poursuivre vers un autre projet. Et ça me paraît une erreur assez fondamentale, où finalement, on réinvente le bouton à 4 trous à toutes les fois qu'on reprend un projet, et ça, c'est une perte de temps assez importante. Ça amène un certain nombre de changements aussi au niveau des rôles. Les comités de direction ou les organes de reddition de compte vont être là pour prioriser les projets organisationnels et opérationnels, en fonction des objectifs. Encore une fois, la légitimité s'acquiert par l'attachement à une intention stratégique ou encore à une démonstration ou une démonstration de performance. Et c'est le comité de direction qui va légitimer, l'appareil stratégique qui va légitimer les projets. Et aussi là, pour soutenir les gestionnaires de projet, c'est-à-dire que c'est pas simplement de la reddition de compte, c'est aussi, ils sont aussi là pour être, lorsqu'on a des embûches importantes dans un projet, c'est aussi eux qui vont nous permettre de faire avancer les choses. Ce qu'on pourrait appeler les roadblocks ou les embûches majeures dans un projet, c'est eux qui vont être là pour tasser ça de la route, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à avancer. J'ai parlé du commanditaire à quelques reprises. Le commanditaire est une personne de la haute direction d'une organisation qui va commanditer le projet. Et c'est lui qui va s'assurer que l'organisation travaille sur le projet. Il va être le représentant du projet, puis cette personne-là doit être très, très claire dans l'organisation. C'est le porteur, en fait, c'est le défenseur de ce projet-là, pour que le projet puisse vivre. Et ça m'apparaît fondamental, ce n'est pas de commanditaire, il y a là une autre dimension qui risque de faire en sorte que vous allez avoir de la difficulté, encore une fois, à faire vivre le projet dans l'organisation. Va aussi aider à clarifier les orientations du projet et coacher le gestionnaire dans le développement des habiletés et compétences nécessaires. Ça, c'est lorsque le gestionnaire est à l'intérieur de l'organisation, ce qui n'est pas vos cas, ou ce qui est moins vos cas, ce qui fait en sorte que vous êtes plus à l'extérieur des organisations, mais ça vous prend néanmoins un commanditaire pour être capable de faire basculer les projets dans les opérations. Puis gestionnaire de projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes responsable. J'imagine qu'autour de la table, il y a quelques gestionnaires de projet. Et si vous vous posez la question
mais qui aisse dans le projet, c'est pas un bon signe. Ça devrait être très clair et c'est la personne qui définit les objectifs, qui gère l'équipe de projet, qui rend des comptes, c'est cette personne-là qui va rendre des comptes. Donc, c'est pas l'équipe projet qui s'assoit avec l'organe de reddition de compte, c'est le gestionnaire de projet qui fait ce genre de choses-là. Et le gestionnaire de projet va être responsable de faire passer son projet dans les opérations. Le gestionnaire de projet ne peut pas gérer 25 projets en même temps. Compte tenu de l'ampleur des projets dans le domaine de la santé. J'en parlerai un petit peu plus tard. Compte tenu de l'ampleur des projets, on n'aura pas 3, 4, 5, 6 projets en même temps pour un gestionnaire de projet. C'est virtuellement impossible. Et en fait, c'est une des causes d'échec là, que d'avoir un gestionnaire de projet qui gère plusieurs projets en même temps. Donc, on a parlé d'intention stratégique, on a parlé des rôles, on a parlé de la gouvernance en gestion de projet. Je vais aller vers les outils un peu. Je me permets d'aller vers les outils pour être capable de structurer vos choses. Je vous disais, 50% du temps devrait être passé à la planification. Ben justement, les outils fondamentaux, c'est ce qu'on appelle la charte de projet. Ça permet de structurer et de définir le projet. Et c'est là qu'on va travailler sur d'abord le contexte, la raison d'être du projet. Pourquoi? Pourquoi ce projet-là est là? Et ça doit être, la réponse à cette question toute simple devrait être extrêmement claire. Et il ne s'agit pas d'une dissertation sur le pourquoi le pourquoi du quoi. Il s'agit d'être très clair sur qu'est-ce qu'on veut accomplir et d'avoir des justifications qualitatives et quantitatives. Si on dit, par exemple, que on veut donner accès à un médecin de famille pour des personnes, des contextes défavorisés, parfait. Donc, il faudrait faire la démonstration qualitative et quantitative que ces personnes-là ont moins accès à un médecin de famille et de voir un peu justement quel est le contexte, d'être très, très clair à cet égard. Une fois qu'on a répondu à la question du pourquoi, on va répondre à l'autre question, qui est le but. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Et ça devrait s'exprimer en une phrase. Une phrase claire qui dit « Voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux. » Et ce n'est pas un moyen. Il faut faire attention. Dans le but, il n'est pas question de dire ben, je veux, par exemple, diffuser un fascicule pour... je veux diffuser un fascicule, c'est pas ça du tout. Le fascicule est un moyen. Le moyen va servir à, et là, c'est là où on veut ultimement accomplir quelque chose. Et ensuite, on va avoir des objectifs qui sont en fait la déclinaison du but. Il ne devrait pas y avoir 25 objectifs à un projet, il devrait y avoir 2, 3 objectifs clairement établis. C'est des résultats qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qu'on veut atteindre concrètement? Là, je suis très conscient quand je vous dis ça, que je vous sors d'une logique de recherche pour vous amener dans une logique de gestion. C'est extrêmement difficile à faire parce que si on veut que la recherche percole dans les opérations, ça passe par une logique un peu plus de gestion. Mais quand je parle de cette logique de gestion, se doit absolument d'être teintée du clinique. Quand je parle d'objectifs, je veux juste, encore une fois, être extrêmement clair, ce ne sont pas des objectifs administratifs. Bon, ce sont des objectifs cliniques, clairs à atteindre. La dernière dimension, c'est aussi les contours du projet. C'est les inclusions et les exclusions. L'analogie qui est souvent reprise pour les inclusions-exclusions, c'est les rénovations. L'été est une période extraordinaire pour rénover et les rénovations, c'est extraordinaire et difficile sur le couple, surtout quand on dit tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et là, tu te ramasses où tu rénoves l'ensemble de la maison alors que tu partais pour rénover la salle de bain. Mais justement, un projet, c'est la même chose. Un projet, c'est la même chose. On doit avoir des contours du projet extrêmement clairs et dire cette dimension-là et cette dimension-là, ce sera exclu pour éviter le tant qu'à faire. Et si un cours de route, parce que ça, c'est quand même, ça peut constituer des opportunités ou des occasions, si en cours de route, on veut
changer le contour du projet, là, il faut retourner à l'organe de reddition de compte pour dire, regardez, là, on a une occasion, on pourrait travailler là-dessus, ça va nous amener un peu plus de boulot, ça va retarder le projet, mais ça nous semble une occasion, c'est là où on va aller chercher justement cette dimension, la légitimité de cet écart dans le projet. Je reviens au contour du projet. On a tendance, en santé, ce que j'ai vu, les besoins sont infinis et on a tendance à avoir un appétit gargantuesque en termes de projet. Et ça m'apparaît une erreur fondamentale. Il vaut mieux un beaucoup plus petit projet, beaucoup plus simple, où on est capable d'arriver à des résultats et de l'étendre par la suite qu'un gigantesque projet qui ne verra jamais le jour. Et ça, c'est une invitation que je vous fais à réfléchir au contour de votre projet pour s'assurer qu'on a un projet qui est digeste. Je vous rappelle, la maturité des organisations, elle n'est pas totalement là en santé. Et en ce sens-là, on a une capacité de digestion qui est pas énorme. Donc, il vaut mieux un projet qui est circonscrit, qui est clair, beaucoup plus petit, qu'un projet qui est avec des ambitions démesurées. On va aussi se poser la question lors de la planification, se poser la question sur les parties prenantes. Et ça, les parties prenantes, elles sont fondamentales. Ma collègue va en parler davantage. C'est ce qui fait partie de la gestion de changement. On doit se poser la question, à qui on touche en faisant ça? À qui on touche? Est-ce qu'on touche aux médecins? Est-ce qu'on touche aux infirmières? Est-ce qu'on touche aux syndicats? Est-ce qu'on touche aux associations de patients? Quelle est la toile politique du projet? Et on doit, avec ces parties prenantes, se poser la question de leur niveau d'influence. Si vous touchez au corps médical, évidemment, le niveau d'influence est important et ça va avoir des impacts sur les stratégies que vous allez utiliser en termes de gestion de changement. Ça va avoir un impact, évidemment, sur le degré aussi de communication que vous allez avoir avec les différentes parties prenantes. Et ça, vous allez le voir davantage avec mes collègues, mais ça fait partie du projet. En fait, ce qu'on a comme approche, on ne voit pas la gestion de projet et la gestion de changement comme deux choses totalement différentes. C'est deux faces d'une même pièce. Et en ce sens-là, vous devez avoir en tête, lorsque vous planifiez votre projet, vous devez faire une analyse de ces parties prenantes. L'autre dimension, avant-dernière dimension, les risques et les opportunités dans le projet. Quelles sont les menaces à la mise en œuvre? Ça doit être clairement identifié. Ça va vous permettre, en fait, de démontrer à l'organe de légitimité / reddition de compte. Ça va vous permettre de démontrer, voici ce que j'envisage, ce que j'anticipe comme risque. Voici ce que j'anticipe comme menace à mon projet. Et ça va vous permettre d'aller chercher aussi leur engagement à faire en sorte qu'ils puissent résoudre ou minimiser ces risques-là. Et l'autre chose aussi, c'est les éléments facilitants, les opportunités ou les occasions, les éléments facilitants à votre mise en œuvre. Tout ça doit être identifié clairement dans votre planification de projet. La dernière dimension de votre fiche, de votre charte de projet, qui, encore une fois, je vous le rappelle, qui est dans l'étape de la définition du projet, c'est l'équipe projet, l'équipe restreinte. Et on a tendance à y aller sur une base de contribution, de représentation. C'est probablement la pire chose à faire. Parce que les gens qui s'assoient autour d'une table comme représentants, d'une part, sont passifs, et d'autre part, ils sont là pour représenter des intérêts. Et c'est pas ce que vous voulez. Dans une équipe projet, ce que vous voulez, c'est des gens qui vont contribuer au projet. Ils sont assis là pour avoir une contribution claire, précise, et c'est à vous, comme gestionnaire de projet, à leur dire quelles sont vos attentes par rapport à cette contribution-là. Encore une fois, pour être capable de le faire sans autorité, ça vous prend de la légitimité. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, vous avez là 7 dimensions fondamentales pour définir le projet. Puis déjà là, ça vous permet d'avoir un esprit beaucoup plus clair sur le projet. J'ai vu des projets être tués dans l'œuf après cette étape-là, parce qu'on n'arrivait pas justement à avoir une idée claire du projet. Donc, cette première étape-là, c'est vraiment une étape où on va définir le projet. Et par la suite, ça c'est une analyse des parties prenantes. Je pourrais
vous pourrez, je vous enverrai en fait, on n'aura pas suffisamment de temps, mais je vous enverrai du matériel à cet égard-là pour que vous puissiez poursuivre un peu votre réflexion sur les parties prenantes. Une fois qu'on a donc défini le projet, on va aller vers la planification de ce projet-là. Et la planification, on va avoir un outil qu'on appelle la fiche de planification. Et c'est à partir de votre charte de projet que vous allez basculer vers la planification de ce projet-là. Et c'est aussi votre outil de reddition de compte. En fait, la reddition de compte, c'est pas d'envoyer un rapport. En fait, ça peut se faire en une page ou en deux pages, où on présente en fait ce qu'on a dans le projet. Mais donc, on reprend les objectifs spécifiques du projet. Si on dit par exemple qu'on veut augmenter de 10% la couverture des médecins de famille dans les sociétés, dans les populations marginalisées dans le centre-sud de Montréal, par exemple, ben, on va reprendre cet objectif-là et on va voir quels sont les indicateurs qu'on va se donner et les cibles. Encore une fois, l'idée, c'est de basculer vers une logique davantage de gestion et de travailler sur la légitimité de notre projet. C'est-à-dire que le projet, on doit être clair sur les indicateurs, puis on doit être clair sur les cibles. Où est-ce qu'on veut amener ça? On va donc avoir ici une situation actuelle et des cibles sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et qu'est-ce qu'on va faire concrètement comme étape pour être capable d'atteindre ces objectifs-là avec un échéancier, avec un état d'avancement, EA pour état d'avancement, ça c'est la partie reddition de compte, avec un suivi, c'est aussi la partie reddition de compte, et une personne responsable. Une personne clairement responsable autour de la table, dans l'équipe de projet, qui va être responsable de l'étape en question. Donc, et c'est pas nécessairement le gestionnaire de projet. Si on retrouve dans les responsabilités que le gestionnaire de projet, on a un problème. Une certaine centralisation dans le projet, c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir des responsabilités claires autour de la table pour faire en sorte que Jean, Pierre, Jean-Jacques, vous êtes responsable de X, Y, Z. Et avec, encore une fois, des livrables très clairs par rapport aux objectifs. On a donc une séquence qui est une séquence logique, où on a des objectifs spécifiques, clairs, clairement formulés, SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes avec un bon timing, avec des indicateurs clairs, des cibles, et qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ces objectifs-là. Donc, et cette planification-là, elle doit être entérinée parce que vous remarquerez qu'il y a un rythme qui est sous-jacent à ça. Elle doit être entérinée par votre commanditaire ou encore par l'organe de reddition de compte que vous aurez dans l'organisation. Parce que vous touchez au rythme organisationnel. Avec un projet, vous touchez au rythme organisationnel, vous venez le ralentir, ce rythme-là. Et donc, il y a là une nécessité de valider votre échéancier avec l'échéancier organisationnel. C'est une question de capacité. C'est vraiment une question de capacité et ce sera à l'organe de reddition de compte et de légitimité de valider ou pas votre échéancier. Donc, on a là quelque chose de solide en termes de planification. C'est pas de la physique nucléaire, c'est relativement simple, mais c'est ce qui permet de structurer le projet et c'est ce qui permettra d'avoir une certaine reddition de compte. Une fois qu'on a cette phase de planification de réaliser, on va aller en détail autrement plus grand avec un Gantt chart, et ça j'y reviendrai dans quelques instants, mais cet outil-là, ça permet vraiment de définir les étapes, ça permet de préciser la contribution de chacun. Et je le disais dans l'équipe projet, on a une contribution de chacun qui est claire et ça doit être consigné dans ce document. Ça permet d'établir aussi un échéancier, ça permet une reddition de compte et d'associer les étapes aux conditions de changement aussi. Ça, Caroline pourra l'aborder davantage, où à chaque étape, on va devoir se poser la question, qu'est-ce qu'on change, puis quelles sont les activités de gestion de changement qu'on devra mettre en place pour faire en sorte de faire changer l'organisation dans laquelle on se trouve. On a donc défini notre projet, on l'a planifié, et une fois qu'on l'a planifié, on doit avoir un plan de réalisation clair, et ce plan de réalisation, en fait, c'est un
c'est ni plus ni moins qu'un Gantt chart. Un Gantt chart où on reprend, Gantt, c'est pour le bonhomme qui l'a réfléchi. On reprend chacune des étapes et là, on décline en action. Ça, c'est notre plan de travail et c'est ce qui va servir à l'équipe projet à coordonner l'ensemble des activités dans le projet. C'est ni plus ni moins que l'agenda de nos rencontres de travail. Les rencontres de travail, juste un mot sur l'équipe projet. Lorsqu'on se rencontre, on se rencontre pour travailler bien évidemment sur le projet. Et lorsque le projet est en déploiement, ben, ce qu'on a sous les yeux en ce moment, c'est ce qui va nous servir d'agenda, ni plus ni moins. Pierre, la semaine dernière, tu devais t'assurer de réaliser tel truc. Est-ce que c'est fait? Oui, parfait, check, on avance. On avance. Et le gestionnaire de projet va, lui, rendre des comptes à l'organe de reddition de comptes sur une base qui aura été préalablement déterminée. Est-ce que c'est de façon mensuelle? Est-ce que c'est 2 fois par mois? Ça restera à voir. Et on va rendre compte non pas de l'ensemble des actions, mais des étapes. Et dire, ben, telle étape est terminée, telle étape est terminée, et on avance très bien, en fait, dans notre projet, et on est dans les temps. Et ça permet aussi de mettre en lumière si on a des embûches avec un système, je vais juste revenir 2 petites secondes, avec un système de couleurs fort simple, vert, jaune, rouge, pour nous permettre de voir qu'est-ce qui est réalisé, qu'est-ce qui n'est pas réalisé. Et ça se fait en fait avec l'équipe projet et, je le répète, avec l'organe de reddition de compte. Donc, en fait, on a là donc un gestionnaire de projet qui est légitimé, un projet qui est légitimé, une équipe projet qui travaille sur le projet en question à l'intérieur d'une séquence qui s'inscrit dans une séquence organisationnelle, et ça m'apparaît extrêmement important, qui s'inscrit dans une séquence organisationnelle pour être capable de faire une chose, c'est-à-dire changer la performance des organisations. Je vais conclure avec quelques remarques. La première, les conditions de réussite d'un projet. Certains seraient tentés de dire ouais, mais est-ce que ça bureaucratise pas un peu la gestion de projet? Est-ce que ça bureaucratise pas un peu des activités? 2 choses à cet égard-là. Il doit y avoir une nécessaire flexibilité, certes, au niveau des objectifs, des acteurs, des processus, mais une nécessité à documenter. Documenter les projets, ça m'apparaît fondamental, ça participe de la maturation des opérations, ça m'apparaît aussi participer de la maturation de la gestion de projet dans les organisations. Et en ce sens-là, il y a là quelque chose de vraiment fondamental à faire. Ça demande une vision claire et forte qui est portée par la haute direction des organisations, par votre organe de reddition de compte. Une implication des parties prenantes en amont. Des ressources disponibles fondamentales, une communication riche et multiple, une transparence et une évaluation nécessaire. On doit évaluer la question qu'est-ce que ça donne est fondamentale. Il y a quelques questions, je vous laisserai sur quelques questions. Pourquoi? Quelle est la place du projet dans la stratégie de l'organisation, stratégie du ministère? Qu'est-ce que le projet change en termes de performance chez les individus? Et on a tendance à sous-estimer, encore une fois, les impacts d'un changement. Et finalement, quel est le rôle de chacun dans le projet? La contribution au sein de l'équipe, la reddition de compte, les commanditaires, j'ajouterais le gestionnaire de projet. Tout ça sont des questions que vous devez vous poser. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans la structuration de vos projets. C'est ce qui met fin à ma présentation. On est à 4 minutes avant l'heure. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on vient de se raconter. Je serai ouvert. Vous avez été diablement silencieux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de raconter?
Il n'y a pas de question. Une question de Oui, Shandy. oui, Shandy. Bonjour, Je donc vous écoute. je travaille au niveau du bureau central du Réseau 1 qui donne un financement à ces quatre projets et je veux laisser la parole si jamais il y a des questions des quatre projets en priorité. Mais je trouvais très intéressant cette distinction que vous avez faite entre la logique de gestion et la logique de la recherche. Et j'aimerais bien entendre ce que les membres des équipes pensent de cette distinction et s'ils seront en mesure d'utiliser quelques-uns de ces outils ou de ces idées aujourd'hui parce que je trouve que même s'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de connaissances dans ce que vous avez présenté. Euh, je, je trouve qu'il y a quand même les chercheurs sont vraiment formés autrement et Mhm. le but de ce genre de projet, même si ça vise des changements de pratique, ça demande vraiment des logiques un peu en tension. Donc, Absolument, ouais. absolument. Ces outils ou de ces idées aujourd'hui parce que je trouve que même s'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de connaissances dans ce que vous avez présenté. Euh, je, je trouve qu'il y a quand même les chercheurs sont vraiment formés autrement et Mhm. le but de ce genre de projet, même si ça vise des changements de pratique, ça demande vraiment des logiques un peu en tension. Donc, Absolument, ouais. absolument. Oui, il y a effectivement une tension entre la logique de recherche d'un côté et c'est la tension que j'exprimais entre l'inertie des opérations d'un côté et l'énergie de la recherche de l'autre. Et c'est tout à fait l'idée, en fait. On va avoir cette tension-là et c'est de cette tension-là que l'innovation dans les organisations va naître. Et c'est il faut être assez habile pour justement être capable de jouer entre ces deux tensions-là. C'est très clair. Puis la logique, elle n'est pas du tout la même. La logique de recherche, c'est une logique, et la logique de gestion, c'est une autre logique. C'est vraiment la confrontation entre ces deux logiques-là. Et pas simple de réconcilier les deux. Pas simple. Et il faut être capable de parler la logique de gestion pour être capable d'avoir une incidence sur les opérations. Puis quand je parle de logique de gestion, que je sois très clair, là, on a une façon un peu péjorative de voir la logique de gestion dans le monde de la santé et comme étant quelque chose d'administratif. Pour moi, cette distinction entre l'administratif et le clinique, c'est une distinction qui est un peu artificielle. On gère du clinique. Et gérer du clinique, c'est justement amener de l'innovation dans les pratiques cliniques. Et si on veut faire basculer un projet de recherche vers des opérations, ça passe par là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Donc, je voulais juste souligner le fait que les quatre équipes vont avoir accès à vous pendant une trentaine de minutes par la suite, par rendez-vous, c'est bien ça, pour poser d'autres questions plus spécifiquement liées à leur projet. Euh, mais que s'il y en a d'autres rapidement maintenant, c'est le moment aussi, mais il y aura un autre moment possible après. Je pense peut-être que on a perdu notre présentateur. On va juste tenter de le rejoindre. Sinon, Shandy, est-ce que tu aimerais conclure la session? Oui, ben en fait, ben, je vais remercier notre formateur de HEC, Luc Bélanger-Martin, d'avoir présenté beaucoup d'informations qui vont être très utiles, j'espère, pour les quatre équipes financées ainsi que d'autres personnes associées au réseau 1. On va coordonner la suite pour que les équipes aient accès à Luc puis à l'autre formateur qui va donner l'autre webinaire d'ici le mois d'août. Donc, on vous tient au courant.